Salam alaikum. Comment tu vas, mon frère Mohamed Ndiaye? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais très bien. Et toi? Ouais, nickel, nickel. Ça me fait vraiment plaisir que tu partages du coup cette vidéo-là avec moi. Euh, je vais te présenter brièvement et ensuite on va essayer d'aborder le vif du sujet pour pas te prendre beaucoup de ton temps, Inch'Allah. Salam, salut et bienvenue à tous sur Push Up Project, notre chaîne YouTube dédiée à la Malaisie et à l'entrepreneuriat. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir et accueillir aussi Mohamed Ndiaye, qui est un entrepreneur exceptionnel. Il est originaire de Dakar, au Sénégal. Mamadou est le CEO de deux entreprises, donc Wasabih et Absaya, établies en Malaisie. Son parcours est une véritable source d'inspiration et aujourd'hui, il a généreusement accepté de partager avec nous les hauts et les bas de son parcours entrepreneurial. Il va aussi nous partager ses stratégies et la vision unique qu'il a adoptée pour développer ses projets, donc en partie en Malaisie. Avant de démarrer la vidéo, permettez-moi de vous présenter Push Up Project. Il s'agit d'une initiative regroupant diverses activités. L'inspiration nous est venue alors que ma femme et moi faisions face à de nombreuses difficultés en tentant de nous installer en Malaisie. À ce moment-là, nous pensions avoir besoin de nombreuses choses, mais en réalité, ce dont nous avions le plus besoin était de bonnes informations. Push Up Project repose sur trois piliers fondamentaux. Faciliter le développement d'activités en ligne pour simplifier l'expatriation, offrir des alternatives éducatives pour les enfants et fournir des conseils précieux à ceux qui envisagent de s'installer en Malaisie. Vous avez également la possibilité de réserver une consultation avec nous et de rejoindre une communauté partageant les mêmes objectifs que vous si vous avez choisi la Malaisie comme destination. Je vous souhaite à présent un agréable visionnage et vous accueille chaleureusement dans l'univers Push Up Project. Est-ce que la présentation est assez complète ou il manque quelque chose? C'est même beaucoup. C'est même beaucoup. Ok, Inch'Allah. Euh, Donc déjà, premièrement, j'aimerais connaître ton parcours scolaire et ensuite on va aller crescendo sur tes activités et sur les points importants, notamment tes entreprises, donc Wasabih et Absaya. J'ai grandi à Dakar. À Dakar, où j'ai fait les écoles primaires, collège, lycée. Et j'ai fait un BTS d'une année en informatique avant d'aller en D'accord. France étudier Mhm. génie électrique. Donc en France, j'ai fait un DUT en génie électrique et informatique industrielle à l'UT de Rouen, D'accord. avec une spécialisation en électronique numérique. Et après cela, j'ai travaillé quelques années dans l'informatique et j'ai repris mes études dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESIGELEC. C'est l'école Mhm. d'ingénieurs de Rouen, où j'ai fait mon diplôme d'ingénieur en génie électrique spécialisé en sécurité des réseaux et systèmes d'information. D'accord. Donc, c'est mon D'accord. parcours scolaire. Voilà, ça c'est ton parcours scolaire. Donc tu es parti du Sénégal pour justement continuer tes études et par la suite tu as eu du coup ton diplôme. Dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des choses en particulier quand tu es arrivé en France ou rien de spécial? Quand je suis arrivé en France, j'ai pas fait directement le cursus que je voulais faire. Donc, je voulais faire informatique. D'accord. Donc, la première année, j'ai pas pu être accepté à l'UT d'informatique pour une très bonne raison, alhamdoulilah. Donc, je me suis inscrit en géographie Géographie, ok, d'accord. euh, en attendant de postuler pour l'année suivante. Donc, je voulais aller à Caen avant, mais au final, j'ai été accepté en géographie et je n'étais pas encore accepté à Caen. Géographie à Rouen. Donc, je suis allé à Rouen avec mon acceptation de géographie. Déjà, ça me permet d'aller en France. D'aller en France, ouais. Et Voilà. Et, en France, tu as eu des a priori, c'était la première fois pour toi? ah oui, la première fois que je sors du Sénégal, oui. Et limite, c'est la première fois que je sors de Dakar. Je suis sorti de Dakar une fois ou deux pour aller au village où je suis né.
Sinon, c'est la première fois que je sorte du Sénégal, première fois que je monte dans un avion. Voilà. D'accord. Tu l'as plutôt bien vécu ou bien c'était Ah quelque oui, chose oui, qui était ah, très bien, difficile? très bien, très bien. Donc voilà, je voulais aller aux États-Unis, hein, Ah oui, et au ok. final, oui, oui, voilà, donc T'as j'ai- rétrogradé alors du coup. donc même arrivé en France, et puisque je n'étais pas encore accepté dans le cursus que je voulais, donc j'ai un bac scientifique, puisque j'étais accepté en géographie, donc je n'étais pas encore accepté en informatique, je me suis dit, bon, allez, c'est une année que je vais passer comme ça, donc soit je vais en Italie, j'ai un grand frère là-bas, pour travailler un petit peu, avoir du budget pour pouvoir aller aux États-Unis, Oui. ou bien je vais à Rouen. Donc je suis resté 2 jours à Paris à réfléchir, à prier, etc. pour dire, là, est-ce que je vais en Italie ou je vais à Rouen? Ouais. Et à la facilité que j'aille à Rouen. Donc à l'époque, j'avais pas de chambre, voilà, j'arrive comme ça avec mes valises. Incroyable. Et arrivé en France, du coup, ton aventure en France, elle a duré combien d'années? En France, je suis resté 15 ans en France. Hein. 15 Euh, ans, d'accord. 15 ans, ouais. J'ai fait mes études. Donc tu as fait tes études pendant 15 ans et après comment tu es arrivé en Malaisie et qu'est-ce qui t'a fait sortir justement de la France, étant donné que généralement quand on est en France, on est, je pense, content d'où on est et pour la plupart des Africains, c'est quand même un grand objectif d'être en France. Donc pour toi, est-ce que c'était un objectif final déjà la France et est-ce que et du coup pour le prochain step, comment tu as fait pour atterrir en Malaisie? Voilà, donc mes études n'ont pas duré 15 ans. Hein, donc ces 15 ans, c'est la période que j'ai vécue en France. J'ai étudié, je me suis marié, j'ai travaillé. Donc c'est après 15 ans que je suis parti en Malaisie avec ma famille. Donc voilà, nous, la France, c'était pas du tout un objectif final. Hein. C'était, c'était ça faisait partie juste de mon parcours. D'accord, Mon intention quand j'ai quitté le Sénégal, c'était d'aller en Occident, donc d'aller aux États-Unis ou en Europe, étudier et retourner chez moi. Donc ça a été très clair quand j'ai pris mes bagages. J'ai jamais pensé rester en Occident. ok. Jamais. Donc quand tu es arrivé en France, tu as déjà cet objectif qui était de retourner au Sénégal ou peut-être juste aller voir encore. En fait, le chemin, le voyage n'était pas fini. Exactement. Donc, moi, j'avais l'intention d'aller en France, clairement, pour faire soit un diplôme d'ingénieur, soit un doctorat et D'accord, retourner dans mon pays. Donc, c'était ça mon d'accord, objectif. Et entre-temps, voilà, j'ai appris. Donc, j'ai appris pendant que j'étais en France qu'il y avait d'autres pays en Asie hmm, qui avaient un système de développement pour lesquels mon pays ou nos pays pourraient s'inspirer. d'accord, Donc avec ça en tête, je me suis dit, avant de retourner au Sénégal, je voudrais bien aller avoir une expérience en Asie, dans des pays qui ont un modèle de développement qui serait plus proche que le modèle de développement africain, que l'Occident. Parce que c'est des pays où il y a des dizaines d'années, ils étaient au même niveau que l'Afrique, que le hmm, Sénégal. Et je me suis dit, ce serait intéressant. Et de notre côté, ce serait intéressant d'avoir une autre culture différente de mes racines sénégalo-françaises, parce que même au Sénégal, on a toujours euh, l'influence de l'Occident. Il n'y a pas beaucoup bien sûr. d'influence de l'Asie. Voilà. Donc je me suis dit qu'il y a autre chose, il n'y a pas que l'Occident, il y a autre chose, il y a d'autres modèles. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à l'Asie. Donc dans un premier temps, je voulais aller en Chine. D'accord. Je me suis mis au chinois, j'ai appris le chinois pendant un an en école d'ingénieur. J'ai postulé pour aller en Chine et j'ai appris qu'il y avait un pays qui s'appelait la Malaisie. Et je me suis renseigné sur le fait que c'est un pays musulman qui s'est développé rapidement ces dernières années. Et je l'ai mis en deuxième choix. Je me suis dit, bon, si je n'arrive pas à trouver un stage en Chine, je vais aller en Malaisie. Donc, dans un premier temps, c'était pour faire un stage. Hein. C'était
ma dernière C'était année ça d'école le... d'ingénieur. D'accord. Voilà. Ouais. Mais du coup là, c'était au moment où tu prends tes valises et que tu décides de voyager en Asie, c'était en quelle année? C'était en 2010, c'était ma dernière année d'école d'ingénieur. Donc Je devais être c'était en il y a stage. 13 ans. Et Voilà. du coup, à cette époque-là, tu avais une vision de l'Asie qui était égale à l'Afrique ou bien c'était quelque chose qui était quand même beaucoup plus développé que l'Afrique? Beaucoup plus développé parce que là, j'ai regardé sur Internet, je me suis renseigné, donc je voyais qu'ils étaient développés. Voilà. Mais par contre, tu arrivais à calquer justement l'histoire de la Chine, on va dire, avec le potentiel qu'a l'Afrique à faire pareil. C'est bien ça, c'est pour ça que tu voulais peut-être... Ah, totalement, totalement. Et je pense que même le modèle chinois ou le modèle asiatique était plus adapté aux pays africains que le modèle occidental. Parce qu'il C'est intéressant ce que tu dis, ouais. Pourquoi, du coup? il y a un fossé, il y a un gap. Les pays occidentaux sont trop loin en termes de développement comparé aux pays africains. Et ça, c'est d'une. Et de deux, les pays asiatiques, pas tous les pays asiatiques, hein, mais beaucoup d'entre eux, c'est juste il y a quelques dizaines d'années, ils étaient au même niveau que l'Afrique. C'est pas que l'Europe qui était à ce même niveau-là il y a 100 ans. Hmm, Voilà. d'accord. Et eux là, donc le gap n'est pas aussi grand comparé aux pays occidentaux. Et troisièmement, si je prends un pays comme la Malaisie, c'est un pays musulman. Hmm. Euh, ça, un pays musulman, la Malaisie, le Sénégal, un pays musulman, beaucoup de pays africains, des pays musulmans. Donc ça leur a permis de développer des modèles de développement qui sont adaptés à leur culture musulmane, D'accord. à la différence Ah de oui, ça c'est l'Occident. intéressant. Ouais, Voilà, ouais, la différence. Ouais, ouais. de l'Occident. Donc je me suis dit, il y a beaucoup de choses à apprendre Hmm. parce que ces pays-là sont proches de nous culturellement, religieusement et aussi en termes de phase de développement. Ok, c'est très intéressant parce que j'avais vu justement j'écoute de temps à autre Idrissa Berkane et il comparait justement la réussite japonaise à l'échec de l'économie algérienne. Alors que, on va dire que techniquement, au niveau des périodes, ils ont entre guillemets eu leur libération à peu près, je pourrais pas te dire exactement les années, mais à peu près à la même période. Mais quand on fait un résumé à l'heure actuelle, on voit que le Japon a gardé sa fierté justement et a fait en sorte que sa fierté devienne un plus, alors que l'Algérie malheureusement, malgré qu'ils ont beaucoup plus de ressources que le Japon naturellement, ont malheureusement pas pu tirer profit. Et le fait que l'Afrique en général est un endroit extrêmement fertile, eh bien, eh bien, par contre, du coup, la Chine, c'est pas un pays qui est plutôt fertile dans ce côté-là. Parce que le modèle Euh, économique de la Chine, elle est plutôt au niveau de la main-d'œuvre, enfin, c'est ce que je connais. Enfin, la ressource première, c'est les humains, mais c'est pas trop les ressources naturelles. la Chine, elle est énorme. Il y a même un désert en Chine. Donc D'accord. la Chine, c'est énorme. Donc oui, il y a la main-d'œuvre, mais il y a des cours d'eau en Chine, il y a des montagnes, il y a des déserts, il y a de la culture. C'est juste que peut-être que la, avec la population qu'ils ont, ils ne cultivent pas assez pour vivre. C'est Hmm. possible. C'est comme beaucoup de pays européens, africains hein, qui importent de la nourriture. Mais en termes de ressources naturelles, je pense que la Chine a aussi ce qu'il faut parce que c'est un pays juste énorme. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est énorme. Mais par contre, la Chine, elle importe quand même du gaz russe, par exemple. Elle a Ah, besoin de beaucoup d'importations. ah oui, 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 je pense que comme beaucoup de pays, avec le rythme de développement, la demande, hein, parce que les usines qui sont en Chine ne sont pas en train de travailler juste pour les Chinois. En Oui, fait, ils travaillent pour le monde entier. Donc, ouais. ils ont une consommation qui est au-delà de leurs besoins intérieurs. Donc, par la suite, donc, du coup, finalement, tu es pas allé en Chine, tu es allé en Malaisie, c'est ça? Tu as retrouvé un stage en Malaisie. Oui, Dis-moi, tout à c'est ça fait. si je me trompe. Et donc là, ça a été Exactement. ta première expérience en Malaisie. Et du coup, là, dans cette situation-là, la première fois, comment tu as fait pour le visa? Je pense que ça devait pas être comme aujourd'hui, bien entendu. Mais quand tu t'es installé là-bas, c'était simplement un stage et du coup, l'entreprise t'a pris en charge ou bien il fallait que tu fasses certaines démarches de ton côté? Non, non,
court stage, c'était moins de 3 mois. D'accord. Donc voilà, donc c'était moins de 3 mois, donc je suis venu avec un visa touriste. Ok, un visa touriste, donc tu as fait ton stage. Exactement. Je me suis Ok, renseigné super. beaucoup. J'ai demandé à des gens qui étaient là, qui avaient fait des stages, qui m'ont expliqué comment c'était compliqué d'avoir un visa de stage, et surtout comme mon M- stage. Même à l'époque? À l'époque, oui, à l'époque, je me rappelle, je suis allé sur les réseaux sociaux, je me suis renseigné, j'ai commencé à discuter avec des gens qui avaient déjà fait des stages. Au Ouais. final, ce qui m'a été conseillé, bah, c'est moins de 3 mois, donc vas-y, touriste. Et Hmm. même tu peux, si c'est plus long, tu sors, tu reviens. Et ça a marché comme ça. On a eu beaucoup de stagiaires dans notre société, des Français, euh, ouais, et qui n'ont pas eu, qui sont venus avec le visa touriste. Et c'était dans quel secteur là? Du coup, c'était dans le secteur, c'était dans ton secteur ou bien quelque Mon, chose d'autre? mon stage, Oui, ton tu parles stage, de mon oui. stage? Oui, mon stage, c'était, oui, c'était en sécurité informatique. C'était vraiment ce que je Sécuritaire. faisais. C'était un laboratoire de sécurité informatique à l'université scientifique de Penang, au Ok, nord-ouest. ok, ok. Et une fois que ça s'est fini, ton stage, comment tu as basculé entre stage et installation? Parce que je pense qu'il y a un Ah grand oui, ah gap. oui. Donc après mon stage, en fait, quand je suis venu pour le stage, je n'avais pas l'intention de m'installer en Malaisie, c'était juste une découverte. Donc je voulais découvrir l'Asie Oui, et potentiellement y travailler après. Ok. d'accord. Voilà, donc après le stage, je suis retourné en France. Et subhanallah, j'ai rencontré une personne 2 ou 3 jours avant la fin de avant mon retour en Malaisie, qui venait de créer sa société, Hmm. dans les discussions, m'avait proposé, il me dit, ah, je cherchais un ingénieur qui fait ça, ça et ça. Mais à cette époque-là, je voulais je voulais retourner en France, avoir quelques années d'expérience professionnelle avant de retourner en Malaisie et y habiter avec ma famille. Voilà, donc D'accord. je me suis dit, voilà, j'aime bien le pays, j'ai passé 2 mois et demi, j'ai bien visité, et je me suis dit, j'aimerais bien vivre ici avec ma famille, mais il faut que je trouve un travail ici. Donc, à l'époque, je n'étais pas entrepreneur. Donc je me suis dit, je vais retourner en France, avoir de l'expérience, et ça me permettra d'être un peu plus, avoir un bagage plus grand, on va dire, pour pouvoir trouver un travail en Malaisie. Donc quand je suis retourné en France, j'ai travaillé pour L'Oréal et D'accord. c'était un poste qui m'avait permis de travailler avec le monde entier, de travailler D'accord. avec l'Asie, donc pratiquement tous les pays d'Asie, et de Hmm. travailler avec l'Amérique latine. Et ça m'a permis aussi de développer des relations en Malaisie, Singapour, ainsi de suite. Et après 1 an et demi, un peu plus, j'ai décidé de quitter L'Oréal pour créer ma première société. Et je l'ai créée en France. Ok, d'accord. Voilà. Donc, j'ai créé en France avec l'intention un jour de l'amener en Malaisie. Maintenant, je ne veux plus aller en Malaisie comme employé, je veux aller en Malaisie avec la société que j'aurais créée en France. Et entre le stage et donc le fait que tu t'es fait licencier ou bien tu es parti de toi-même ou tu as Ah non, démissionné? non, non, j'ai démissionné. Ok. Donc c'est J'ai cette démissionné, période-là, là, ok. en fait, j'ai démissionné, j'ai envoyé ma lettre de démission. Au final, c'est devenu rupture conventionnelle. Et Ok, ça m'a tant mieux permis alors. ouais, absolument, c'était bien utile. Ouais, j'imagine. Et du coup, là, la période, ton histoire avec L'Oréal a duré combien d'années? 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi. Ok. Ok, donc en fait, tu as mis 1 an et demi à construire ton projet pour justement aller en Malaisie. Donc tu as fait quand même Un an et une demi, donc préparation. 1 an et demi à L'Oréal. Ensuite, j'ai créé ma société en France pendant un peu plus, un an ou deux. J'ai créé une société de Ah, service. ok, d'accord. Voilà, j'ai créé une société de service. Donc, j'ai quitté L'Oréal, j'ai créé une société de service. Hmm. Ensuite, j'ai créé une société de produits. On a développé un produit qui ressemble à ce que le public fait aujourd'hui. Ok, ok. Et durant toute cette période, tu avais en tête la Malaisie. Tu t'es dit, Absolument, absolument. donc pendant une période de 3 ans, tu étais en train de construire ton arrivée en Malaisie. Absolument. Et les relations que j'avais à l'époque, quand je suis passé en Malaisie faire mon stage, donc je nourrissais ces relations-là et je leur disais que je viendrais créer une société en Malaisie. Et même avant de venir, il y a deux personnes, même trois, donc les trois personnes Hmm. avec lesquelles j'ai cofondé ma société Absaya au Sénégal,
en Malaisie, c'est des gens que les deux, je les connaissais avant d'y arriver. Je les connaissais lors de mon stage. Oui, Et le troisième, c'est une personne qui m'a mis en relation. Donc, et même il y a une troisième personne qui n'a pas investi dans la société, mais qui m'a beaucoup aidé. Cette personne-là, c'est la personne que j'ai rencontrée qui m'avait proposé un poste à la fin de mon stage. d'accord. Et cette personne-là m'a beaucoup aidé au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de, même jusqu'à maintenant. Donc, c'est des choses qui m'ont permis de préparer l'avenir, C'est on va euh, dire. c'est intéressant parce que euh, nous, en tout cas, ma génération, on veut tout et tout de suite. Et lorsque on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, ben, on se dit que c'est pas pour nous et on abandonne assez rapidement. Alors que toi, là, du coup, tu as mis 3 ans pour à construire ce projet-là. J'imagine qu'il y a dû avoir des hauts et des bas, Parce même que j'ai plus. fait, non, plus parce que j'ai fait mon stage en 2010 et je suis parti en Malaisie en 2015. Ok, ok. Là, pour le coup, tu as été patient. Donc ouais, l'idée, c'est pas le temps que ça prend, c'est juste l'objectif. Et, et ouais, avoir une vision comme ça, je trouve que c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de pression de se dire tout simplement, vas-y, je vais faire de mon mieux. Et si ça arrive, ça arrive. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et comme ça, on perd pas sa motivation et on continue à avancer vers ce qui nous anime, on va dire, vers nos objectifs. Donc, il faut pas être trop pressé du coup. Ah non, 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 pourquoi? Il faut avancer, il faut prendre le temps et construire, en fait. Mm. Faut se construire et développer son réseau, être utile aux gens. Par exemple, nous, quand on a décidé d'aller en Malaisie, je pensais qu'avoir le pass, là, la carte de séjour, on m'avait dit que c'était compliqué, mais bon, je me suis dit, voilà, je crée une société, voilà, on investit, voilà. Après, un des cofondateurs m'a prévenu, il me dit, ah, c'est compliqué ici, hein. Oui, il y a toujours des Ça gens qui prend du vont te temps, tout ça. dire oui, Non, oui, mais il sait, c'est quelqu'un qui était là depuis 20 et quelques années. Et quand il m'a dit ça, je dis, bon, ok, je sais que donc ça va prendre du temps pour avoir le pass, le temps de créer la société, ainsi de suite. J'ai demandé à un ami est-ce qu'il pouvait m'aider. Et il pouvait m'aider, il pouvait me recruter en fait. Donc il n'y a pas de problème. J'ai déjà recruté le monde, je peux le recruter. Donc il pouvait me recruter en tant qu'employé et oui. le temps que je puisse avancer dans mon projet. Et ça, c'est une relation que j'ai eue 5 ans avant. Et, D'accord. donc ça, ouais, toutes ces choses-là, ça facilite en fait. Euh, On va dire que c'est du réseautage, mais c'est pas vraiment professionnel, c'est plutôt par affinité, quoi. c'est humain, en fait, c'est juste C'est humain. humain. C'est des gens, en fait, tu leur demandes même pas. Clairement, j'ai même pas demandé, j'ai juste expliqué, en fait. Subhanallah. Mm. Et Il y a parfois quelque chose aussi, c'est qu'on des fois on veut pas accepter de l'aide, mais mais souvent en fait on construit rien tout seul en fait. Quand on grandit, on se rend compte que si on veut tout faire tout seul, finalement on n'y arrive pas. On est dans un monde où il y a des humains, donc les humains doivent se connecter pour créer quelque chose, et ça c'est quelque chose de naturel. Donc des fois, on chasse cette idée-là de se dire je vais pas lui demander, mais ça se trouve que cette personne-là, elle a été envoyée justement pour t'aider et que toi, derrière, si tu... Après, bien sûr, il faut avoir une certaine éthique, etc. Ça, c'est tout à fait normal. Mais c'est aussi normal d'accepter de l'aide de certaines personnes qui sont capables de t'en donner. absolument. Mais c'est comme ça. On est aidé depuis, depuis qu'on est né, on est aidé. Comme tu dis, il faut le faire avec une certaine éthique. Il ne faut pas demander, en fait, faut pas avoir cette habitude de demander. Mais il y a des gens, limite, même avant de leur demander, bah, ils t'aident. Et il y a des gens, tu sais très bien que si tu leur demandes, bah, même s'ils ne peuvent pas t'aider, ils vont faire beaucoup, ils vont faire les efforts pour t'aider. Et Mm. même, ils ont besoin de ça. On n'est pas des dieux, enfin, on n'est pas Dieu. Nous Mm. sommes que des êtres humains. C'est ça. Donc, on n'est pas complet. Il nous manque des choses. Et heureusement, et c'est comme ça qu'en fait, bah, on aide, on nous aide. Bah, c'est comme ça. C'est ça. C'est donc, D'accord. Et du coup, maintenant, tu as eu ta société donc en France
dans la sécurité informatique, c'est bien ça. Et du coup, quand tu es arrivé en Malaisie, tu as créé ta première structure. Est-ce que tu peux nous en parler? Quel a été ton premier projet entrepreneurial en Malaisie et quel a été aussi ton premier échec plutôt? Donc en France, c'était une société, euh, c'était un logiciel qui permettait la prise de rendez-vous pour aller voir son médecin, son dentiste, son coiffeur. C'était une plateforme de prise de rendez-vous. Donc en Malaisie, on a créé une société qui s'appelle Apsaya, D'accord, qui faisait la prise de rendez-vous, une plateforme de prise de rendez-vous pour les médecins, les dentistes, les coiffeurs, similaires, mais focus sur santé, bien-être et administration. Donc, d'accord. donc on a redéveloppé la plateforme de zéro. Voilà, donc j'ai trouvé des cofondateurs, des investisseurs, donc on a démarré le projet. Donc, on s'est rendu compte qu'en Malaisie, les gens ne prenaient pas rendez-vous, en tout cas à l'époque. Pour aller D'accord. voir le médecin, les gens y allaient comme ça, ou appeler. Donc, on a essayé de travailler avec le bien-être, la santé, donc de nous développer en termes de réseau, parce que je n'y connaissais rien en fait. Donc, le produit n'a pas pris comme on pensait en fait. On a eu peu de clients, on a eu des clients, mais peu de clients, et ça prenait beaucoup de temps pour signer un client, et le panier d'achat était trop faible. Donc, à un D'accord. moment donné, financièrement, ce n'était plus viable. C'était en Malaisie, cette expérience-là, c'est ça? Oui, oui, exactement. Ok, On a commencé à fin 2015, donc 2016, 2017. d'accord. Donc voilà, donc à un moment donné, le produit n'était pas validé dans son marché. Donc financièrement, ce n'était plus viable. Donc on continuait à chercher des clients hein, parce que les produits comme ça, c'est comme ça que ça marche en fait. Ça prend du temps, vraiment, ça prend Hmm. du temps pour les introduire dans un marché. C'est l'innovation. Et donc dès qu'on sait que ça ne marche pas et que c'est pas viable, donc on cherche à faire ce qu'on appelle des pivots. On essaie de prendre un autre angle quoi. Et de réseau à réseau, de discussion à discussion, j'ai croisé du monde qui m'ont mis à l'oreille qu'en fait ta plateforme là, Hmm. qui était destinée premièrement aux médecins, dentistes, coiffeurs pour que les gens puissent prendre rendez-vous pour aller voir son médecin. En fait, cette prise de rendez-vous-là peut être utilisée dans les événements professionnels, dans les salons D'accord. professionnels ou les conférences pour permettre aux acheteurs de prendre rendez-vous avec les vendeurs au niveau du salon professionnel. D'accord. C'est-à-dire que avant l'événement, tu vas voir la liste des exposants et tu dis, moi, je vais rencontrer cet exposant-là. Par exemple, je viens de France, le salon professionnel se passe à Kuala Lumpur. Avant d'y aller, je vais pouvoir voir les exposants qui seront là-bas. Je vois leurs produits, leurs services et je dis, OK, je viendrai le premier jour du salon et je prends rendez-vous avec vous à 9h30, 30 minutes. Ok. Donc, ça permet d'optimiser le temps du participant. Donc, tu vas dans un salon où il y a 1000 exposants, ben, tu ne vas pas aller voir les 1000 exposants pour savoir qui t'intéresse. Toi, tu as un besoin spécifique. Donc, cette plateforme te permet, avant l'événement, de pouvoir filtrer, de voir si tu t'intéresses au café, tu vois les Hmm. exposants qui ont du café. Et la plateforme va te suggérer ces exposants-là. Et toi, tu vas voir leur profil et tu dis, OK, les 5 là m'intéressent. Je prends rendez-vous et je les vois le mardi matin. Comme ça, tu vas là-bas, tu vas direct à leur stand, tu les vois 30 minutes et tu fais ton rendez-vous. Et pour l'exposant, lui, ça lui permet de générer des prospects avant l'événement. L'exposant, lui aussi, ne va pas venir juste là, attendre pendant toute la journée. Oui. Et il sait qu'il y a Amine qui vient de France, qui s'intéresse à mon café, il va pouvoir faire des recherches sur Amine. Et quand il va voir Amine,
ça va être un rendez-vous business, pas juste voici ma carte, ensuite on continue la Voilà, une discussion. présentation, faire le petit briefing. On sait déjà, enfin, tu sais déjà Mieux qu'est-ce que tu attends préparé. de moi et moi, je sais aussi pourquoi je suis venu vers toi. Donc, j'ai pas besoin forcément de. Ouais, c'est un gain de temps incroyable. Et d'ailleurs, Absolument. cette solution, bon, après, j'ai rarement fait des événements B2B. Est-ce que ça concerne aussi des événements aussi business avec des particuliers ou seulement du B2B? C'est du B2B. Nous sommes Seulement, ok. vraiment concentrés sur les B2B. Et donc, en fait, tu t'es calqué par rapport à, donc, au début avec donc les rendez-vous chez les médecins, ça n'a pas marché. On va dire que c'est l'équivalent de Doctolib en France. Tout à fait. Donc tu as voulu faire la même chose ici, du coup. Et tu as vu que le marché, il était différent et que ça ne marchait pas ici, alors que ça marche très bien en France. Et même en France, hein, même en France, on était arrivé au même moment que Doctolib. Euh, et à cette époque-là, on faisait tout. Doctolib est focus sur la santé. Nous, Oui. on était sur la santé, beauté, bien-être, consulat, ambassade, ainsi de suite. Donc, une de mes, de mes plus grandes, on va dire, expériences, en tout cas, erreurs, On va c'est pas dire échec, on va dire expérience. oui, expérience, oui, en tout cas, oui, l'expérience, parce qu'on est toujours là, hein, alhamdoulilah. Donc, l'essai, c'est quand on arrête. C'était d'être trop large. La plateforme, c'était un peu comme le Google des rendez-vous, quoi. C'était trop large. L'idée est bonne, mais en mise en œuvre, c'était pas ça. Donc, Doctolib était focus. Ils ont d'autres expériences professionnelles Mm. d'entrepreneuriat que nous, on n'avait pas. C'était une équipe de quatre. Voilà. Ils ont réussi là où nous, on n'a pas Et réussi. est-ce que eux, Doctolib, justement, avaient conscience que vous étiez déjà sur le marché ou bien vous étiez totalement pas du même calibre et du coup, ils s'en ont même pas aperçu en fait? Ou Ah bien oui, vraiment, il y avait une concurrence, voilà quoi, une concurrence qui non, a non, fait non, pas du que tout. Non, ça. clairement. On n'était pas du même calibre, ça c'est sûr. Et clairement, même nous, même nous, la concurrence, entre guillemets, ça ne nous intéresse pas. Donc je Hmm. pense que eux, avec leur niveau d'expérience, leur niveau euh, leurs expériences d'entrepreneuriat et leur background, hein, ce qu'ils ont fait avant, ils ont fait, c'est eux qui avaient vendu la fourchette. Hein. Ah, C'est ok, une d'accord. très très bonne équipe. Hein. Clairement, je pense, je sais même pas s'ils nous connaissaient. En fait, on était trop petits, on Ok, n'était même pas ok. focus. D'accord, d'accord. Donc, c'est-à-dire que vous n'étiez pas non plus en concurrence directe, mais Non, vous avez calqué cette expérience-là enfin, en faisant en Malaisie. Ça n'a pas fonctionné, mais du coup, vous avez trouvé votre niche et vous vous êtes dit, bah, on va se lancer sur l'événementiel. Et au final, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez réussi là pour le coup à avoir des contrats plus facilement ou bien c'était compliqué? oui, donc quand on a pivoté dans l'événementiel, euh, le pivot s'est accompagné avec un premier client. Ça, alhamdulillah, c'était une excellente chose qui nous est arrivée. Euh, la personne qui nous a dit que votre plateforme, vous pouvez l'utiliser dans les événements pour faire ce qu'on appelle du business matching, D'accord? cette personne-là allait rejoindre le plus grand salon du halal au monde. D'accord. Donc, c'était une opportunité que vous avez saisie alors. Absolument saisi, Ok. parce qu'on avait la capacité de le faire. Ce qu'on avait, la plateforme qu'on avait avant, était 10 fois plus complexe que ce qu'eux, ils cherchaient. Hmm. Euh, et c'est ce qu'on avait avant, on n'arrivait pas à la vendre. Ah, tant mieux alors. Donc, ils nous ont dit, vous pouvez faire ça. Et bon, nous sommes allés, on a présenté, et en fait, ce qu'on a présenté, c'était plus que ce qu'eux, ils attendaient. Et clairement, ils m'ont montré une plateforme qu'ils utilisaient dans un autre salon, j'ai vu ça, donc je me dis, on va vous faire mieux que ça. Donc, quand on a présenté, en fait, Directement, ça a matché parce que ça a c'était direct. répondu justement à un besoin, quoi, à un peine, à une douleur dans le marché. Et du coup, tu as répondu, t'as répondu. Alhamdoulilah. Ça me fait penser Alhamdulillah. aux restaurants, tu vois, des restaurants qui veulent tout faire et tu vois des baraques à frites qui marchent très très bien ou mieux que ça, tu vois, alors qu'ils font que des frites. C'est ça.
Ça, c'est le focus. C'est une des premières expériences, la plus grande, c'est de faire une chose, même petite, et il faut la faire meilleure que toute la terre entière. Ah, je suis mal barré alors. Je- Il y en a qui ont la capacité de faire beaucoup de choses. Moi, en tout cas, j'ai appris que je ne peux pas faire deux choses à la fois. Et même la chose que je fais là, en fait, faut qu'elle soit toute petite. Et ça, c'est d'une puissance. C'est des choses que j'avais lues, tout ça, mais je n'avais pas compris jusqu'à ce que. Ouais, Mais c'est vrai que le, c'est bien de lire. le produit là qu'on a, quand on est entré dans les événements, la plateforme de business matching, elle est 10 fois, hein, vraiment 10 fois moins complexe que notre plateforme d'avant. Et notre plateforme Hmm. d'avant, c'était la deuxième fois qu'on l'a développée. On l'a développée en France, ensuite en Malaisie, on l'a redéveloppée encore meilleure, puissante, et on n'arrivait pas à avoir des clients. Et cette plateforme-là était 10 fois moins complexe. La première fois qu'on l'a lancée, j'avais même honte en fait, parce qu'elle était, en termes de design, c'était Hmm. moins joli que notre plateforme d'avant. Ouais, c'était une Mais version bêta. Mais le client avait ce pain-là dont il parle, cette douleur-là était tellement forte qu'en fait, ne voyait que Ouais. la chose, quoi. Donc, ça le convenait. Et cette nouvelle petite plateforme-là nous a permis de signer 4 ans avec le plus grand salon des halal au monde. Je rappelle que Mihas, ouais, voilà, c'est ça, c'est le plus grand salon du halal au monde où toutes les entreprises mondiales se rencontrent et ça se passe en Malaisie. Donc c'est même plus gros que le salon de l'agriculture que vous connaissez en France. Donc oui, oui. En termes de scale dans le domaine des halal, mais je pense que nous avons doit avoir plus de participants, je pense. Sur l'agriculture ou bien sur Mihas? Sur l'agriculture doit avoir plus de participants. Mihas Ah, d'accord, dépasse ok. 40 000 participants, mais en termes de scale dans ce domaine-là du halal, Mihas c'est le plus grand salon C'est le numéro. au monde. C'est incroyable. Et là, ce que je retiendrai, en tout cas, moi, la leçon que je retiendrai, et peut-être que c'est la leçon la plus importante de ce podcast, c'est de faire simple, en fait. De pas se... La simplicité, c'est de l'intelligence. Ouais, c'est ça. En fait, il C'est faut être plus très dur de complexe faire, pour faire simple. c'est plus dur de faire compliqué que de faire simple au final. Ah oui, en tout cas, pour faire simple, ça demande de la complexité, de l'intelligence, Et clairement. du coup, on peut tout simplement calquer ça à de l'expérience, parce que quand on demande à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience de faire une chose et qui te le fait en 5 minutes, tu te dis, mais ça vaut pas le prix que je paye, mais en fait, Bah oui, ça a mis alors 10 ans pour faire ça, donc il a traversé le désert. il a traversé le désert pour arriver à faire deux, trois trucs. Et d'accord. Et donc, après le projet, du coup, j'ai cru comprendre qu'il s'était étendu. Et là, du coup, il y a une perspective un peu plus communautaire. Non, je dirais pas plus communautaire, mais plus. Euh, est-ce que je peux décrire ça communautaire ou bien non, parce que c'est un marché et le marché il est ouvert à tous, mais plutôt dans le monde dans le monde du halal. Donc j'ai vu que tu avais créé une autre société qui s'appelait Wasabih, et cette société-là, dis-moi si je me trompe, elle met en relation les personnes qui veulent investir ou bien juste participer à ce marché-là ensemble. Donc c'est un type peut-être de Absaya, mais dans le digital, un peu plus virtuel, en se calquant sur LinkedIn. Je ne sais pas si j'ai fait une bonne Ah oui, explication, mais je pense c'est que tu bien seras ça. mieux que moi de... tu seras... C'est bien, non, mais c'est bien ça. C'est bien, Donc j'ai bien compris. c'est une nouvelle marque. Oui, oui, tu as bien compris. C'est Ok. exactement ça. C'est une nouvelle marque en fait. C'est toujours dans la même société, Apsaya. Et c'est une marque. Donc Apsaya est focus sur les événements professionnels, que ce soit des événements halal ou conventionnels. Conventionnels dans le sens où ça peut être des événements pour l'électronique, des événements pour l'agriculture, ainsi de suite. Et Wasabir, c'est juste une extension de l'événement. Après l'événement, en fait, quand tu assistes à un événement, après l'événement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères continues les conversations que tu as entamées à l'événement? Et tu vas le faire sur les plateformes comme WhatsApp, Facebook, ainsi de suite. Et l'organisateur de l'événement qui avait organisé l'événement a mis beaucoup d'argent pour vous faire venir. Après, il perd le contrôle sur les conversations qui ont été entamées. Il ne sait même pas si vous avez fait un deal ou pas.
Hmm. Donc, nous avons créé Wasabeh, qui est la communauté professionnelle de l'économie du halal. Professionnel. C'est professionnel. C'est Ok. professionnel. C'est que pour les professionnels. Donc, c'est comme LinkedIn, c'est le LinkedIn du halal. Donc, tous ceux qui s'intéressent à l'économie du halal, tous ceux qui ont des produits halal, tous ceux qui veulent investir dans le halal, tous ceux qui veulent, qui cherchent des partenaires dans le halal ou même qui cherchent juste à réseauter dans l'économie du halal, sont les bienvenus sur WhatsApp. Oui. Non, non, mais non, je te laisse finir. Je te Et laisse donc, finir. il faut définir le halal aussi, parce que quand on parle de halal, beaucoup de gens pensent que c'est que la nourriture. Le halal, c'est juste le mode de vie du musulman. Et ça va même au-delà du musulman, c'est le mode de vie éthique, où il y a la nourriture, bien sûr, qui est sacrifiée avec les rites de l'islam, mais aussi il y a la finance halal, la finance sans riba. Il y a les assurances halal qu'on appelle takaful. Il y a le halal dans la recreation, l'entertainment, Mhm. le divertissement. Ouais, le Par exemple, divertissement. il y a une plateforme qui est genre de Netflix du halal pour les Oui. Netflix des enfants musulmans. Dans Ah, très l'entertainment, bien. il y Ça a s'appelle comment? Je connais Durio, pas. Durio Ah, Plus. Ils ok, sont je vais basés en découvrir Malaisie. ça pour mes. C'est malaisien? C'est malaisien, c'est Ah, malaisien. ok, je savais pas. Ok. C'est le Netflix. Et vos enfants, si vous voulez qu'ils regardent des dessins animés où il n'y a pas de mauvaises choses introduites, en tout cas des choses qui ne vont pas avec l'éthique musulmane, euh, cette plateforme-là le fait. C'est un abonnement. Ok, génial. Euh, donc, il y a le halal dans la pharmacie, il y a le halal dans le tourisme halal. Voilà, donc c'est une économie, on dit, entre 4 trilliards et 10 trilliards de dollars, avec une croissance de 9 à 25% par année. Juste le tourisme, et le tourisme halal représente 190 milliards, 190 millions de dollars à l'année. Waouh, Euh, c'est clair que c'est un gros marché et je pense pas que ça intéresse que les musulmans. Exactement. Est-ce que tu pourrais estimer le pourcentage de musulmans dans ce marché et le pourcentage de... Est-ce que c'est quelque chose qui est chiffrable ou bien non, c'est pas du tout quantifiable? On a des idées en fait, on a des idées, donc c'est une très bonne question parce qu'en effet, quand on parle de halal, les musulmans ils pensent qu'en fait c'est le business des C'est à eux. musulmans, c'est pour ça qu'en effet le mot communautaire, oui en fait c'est un business qui s'adresse à la communauté musulmane, c'est bien une communauté, mais pas que, parce que si tu vas à Londres, il y a beaucoup de restaurants qui sont halal et c'est les musulmans, non musulmans qui y vont, et il y a même Et des non musulmans, ils préfèrent manger en de termes la de viande halal. proportion, ça, on parle de 50-50 ou bien on parle complètement de 70-30? Oui, Euh, de ce qu'on a observé en tout cas, de ce qu'on a observé dans les salons professionnels, notamment le MIHAS, 80% des exposants, ce sont des entreprises non musulmanes. Des non musulmans, c'est-à-dire que détenues par les non musulmans. Et Bougez. quand on y va, on circule, on voit qu'en fait, même si on voit des musulmans en face, on sait que ça n'appartient pas à des musulmans. Ok. Et, et aussi, on sait que les leaders mondiaux du halal, ce ne sont pas des entreprises musulmanes. Le leader mondial du halal, est-ce qu'on le nomme ou pas? Non, je connais pas. Bah, on peut le nommer. Bah, je te laisse. Le leader, le leader mondial du halal, oui, parce qu'il faut que les gens le sachent, c'est Nestlé. Euh, Ah, ok. c'est c'est- parce que c'est assez Alors simple en fait. bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Peut-être que la Oui, vidéo on va sait, être donc on aura censurée. compris. On aura compris. Mais Donc voilà, donc pour que en les plus, musulmans ah oui, sachent qu'en ok, fait, si tu ok. vas acheter ton produit dans un supermarché en Malaisie, tu prends, voilà, c'est marqué halal, et tu dis, tu crois que c'est les musulmans. Non, le halal n'est pas une affaire de musulmans. Ok, C'est des bon, règles, bah, c'est du business. au moins le message est passé et je sais pas comment l'accueillir. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Ou bien peut-être que c'est juste une Mais nouvelle, c'est une c'est bonne. tout. Mais Bah, en tout cas, ils ont c'est bon travaillé, à savoir. Oui, ils ont oui, travaillé, ils font du business, ils le font dans les règles et c'est ils emploient des comme, musulmans. comme tu Maintenant, as dit, c'est halal. ah, Donc, mais bah oui, ils passent des règles là, ils ont le halal Malaisie, donc ils sont oui, oui. certifiés. Donc c'est pas parce que le business est détenu par un musulman ou musulman que ça le rend halal. Oui, Ça oui, on non, le bien sait, c'est pas entendu. parce que exactement. Mm. Donc ils suivent, il y a des règles qu'ils respectent et sur la base de ces règles là,
le produit est halal. Maintenant, Mm. est-ce que c'est taïb? Ça, c'est autre chose. Donc, il y a Ouais. halal, taïb. Donc, Ouais. c'est pur, c'est éthique, ça, c'est chose. Ça, c'est autre chose. Et du coup, donc quand tu as lancé ton produit, je voulais savoir, est-ce que tu as attendu que le produit, parce que c'est quand même quelque chose de très, on va dire, de très pointu, tu t'adresses à des professionnels, pas à des particuliers, ou s'il y a un particulier qui n'est pas content, au final, tu lui offres le produit et c'est bon, il n'y a pas de conséquences directes, on va dire. Tandis que parler avec des professionnels, c'est déjà, ça restreint énormément le marché, sachant que les professionnels sont souvent en contact les uns les autres et savent. Donc, on va dire qu'il y a de l'espionnage qui peut se faire. Et du coup, insérer un produit qui n'est pas prêt ou qui n'est pas parfait, est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu as pensé ou bien non, tu étais plutôt. Parce que tu m'as parlé d'une version où c'était pas du tout ergonomique et toi, tu avais honte de proposer ce produit-là, mais finalement, tu l'as fait. Et qu'est-ce que tu peux m'en dire par rapport à cette situation? C'est là que ça va prendre une heure. Non, mais brièvement, parce que j'avais j'avais prévu de faire court, mais finalement, Bah ouais, là, tu poses une question. non, on va rester. Enfin, je ne sais pas si tu as la Euh, capacité de, de de faire en résumer. sorte que ça, de résumer, Je vais mais essayer, je vais essayer. C'est un bon exercice. non, parce qu'il y a Parce que c'est une beaucoup de question. gens qui hésitent à Ah, se mais c'est lancer. extrêmement Il y a, important. Mais c'est une question voilà, c'est capitale. ça, c'est C'est ça. une question capitale. Ça, c'est limite. En dehors de faire simple, il y a peut-être cette question-là qui est encore plus importante que faire les choses Ah oui, non, simplement. c'est la question. Ça, c'est la question. Ouais. Euh, ok. Oui, donc un produit là, on parle vraiment dans un cadre. Le cadre, c'est l'introduction de produits innovants dans un nouveau marché. C'est vraiment dans ce cadre-là. Un produit qui qui n'existait pas avant. C'est pas que je vends de l'eau ou des bananes. Voilà, je fais un produit qui n'existait pas. Et le marché n'existait pas. Limite, on essaie de créer le marché. Donc, dans ce cadre-là, il y a des règles. En fait, il y a beaucoup de théories, mais clairement, si tu as créé des produits, tu as fait des erreurs, tu t'es trompé plusieurs fois, tu as perdu de l'argent, tu as fermé ta startup une fois, deux fois, trois fois. Donc, voilà, tu as appris des choses. Voilà. Pour résumer, euh, clairement, il ne faut pas attendre que le produit soit parfait pour le sortir. Ça, c'est une erreur fatale. D'accord. Parce que le produit, quand il est prêt sur ce marché-là, c'est déjà trop tard. Ok. Ça, C'est une c'est très belle clair. phrase. Je vais mettre ça en gros. C'est pas ma phrase, hein, c'est une phrase que j'ai entendue et que j'ai intégrée. Quand le produit est prêt, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, clairement. Donc, il ne faut pas attendre. Et il ne sera jamais parfait. Et si on nous regarde nous-mêmes, on n'est jamais parfait. Chaque jour, on apprend quelque chose. Donc, le produit aussi, D'accord. il apprend. Le C'est, marché, il c'est- évolue. donc la capacité est plutôt dédiée à, enfin, la capacité doit être plutôt orientée vers la saisie d'opportunités que vraiment le produit parfait. Ouais, il y a de l'opportunité, mais je pense surtout qu'il y a une méthodologie. Il faut savoir où on met les pieds. Donc, ceux qui ont fait des startups, qui ont introduit des produits innovants dans des nouveaux marchés, ont partagé leur expérience, il y a une méthodologie. Il faut juste apprendre cette méthodologie-là. Mhm. On ne le saura jamais, mais en tout cas, on apprend. Et on apprend à connaître, à savoir dans quelle phase de développement je suis dans l'introduction de mon produit dans ce nouveau marché-là, cette phase. Donc la phase, elle est aussi capitale parce que D'accord. il- au début de mon produit, il y a des acheteurs qui peuvent acheter mon produit à cette phase-là. Des acheteurs qu'on appelle, qui ont ce pain-là, qui ont cette douleur-là tellement forte qu'ils sont même en train de chercher des solutions. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui s'est cassé quelque chose, il va aller à l'hôpital. C'est pas comme quelqu'un qui a juste un petit mal ici, là. Lui, il va pas aller à Oui, l'hôpital. Voilà, oui, donc oui, lui il va faut aller patienter. le trouver. Donc le travail le plus crucial, c'est que à chaque phase où je suis dans le développement de mon produit, que j'aille chercher les gens
qui peuvent acheter mon produit là où il est. Ok. Ces gens-là, il faut savoir les connaître, savoir où ils se trouvent, et je leur parle qu'à ces gens-là. Je ne vais pas parler à des gens qui vont acheter mon produit dans 2 ans. C'est là que je vais mourir en fait. Donc, il faut apprendre à reconnaître ce qu'on appelle les innovators, les early adopters, les early majority, les late majority ou ce qu'on appelle les laggards. C'est les 5 phases. Et si j'introduis mon produit, par exemple, quelqu'un me demande, est-ce que vous avez de la concurrence? Qui sont vos concurrents? Cette question-là, si un client te pose cette question-là, alors que tu es au début de l'introduction de ton produit, sache que celui-là, ce n'est pas ton client d'aujourd'hui. C'est ton client Ok, donc du coup, il faut savoir à qui s'adresser, quelle est sa cible, donc sa clientèle, et chercher au début, quand on n'a pas de produit, on va dire, quand on fait un lancement d'un produit qui n'est pas forcément parfait, donc la personne qui va acheter ton produit d'une manière urgente parce que justement, elle résout donc une problématique qui est douloureuse pour lui. Donc, euh, donc, euh, donc en fait, on répond totalement aux besoins d'un marché qui est, qui, donc le but est totalement de répondre à un besoin du marché, du marché du moment, du moment. avec bien sûr, il faut une stratégie, faut avoir cette vision de construire un produit. Donc, Oui. quand on construit une maison, il y a les fondations, et ainsi de suite. Donc, Ok. Et par contre, si par contre on veut apporter de la concurrence à un marché qui existe déjà, là par contre, il faudra faire mieux qu'eux. ok. Donc, en termes de concurrence, je, je ne, je ne, je m'occupe pas de la concurrence. Là, je partage juste mon expérience. D'accord. Je m'occupe pas de la concurrence et faire mieux que. Il faut juste rajouter mieux que pour qui. Ah, ok. En fait, dire je fais mieux, bah oui, mieux, d'accord. Mais pour qui? Euh, Si on prend un segment du marché, est-ce que dans ce segment-là, je fais mieux que tout le monde? Oui, en fait, il faut faire mieux que tout le monde dans une petite partie du marché. Là, que tu fais Ok. mieux que tout le monde sur Terre. Donc, mieux que pour qui? Donc, je ne vais pas copier tout ce qu'ils font, ensuite je rajoute quelque chose. Non. Je peux même me mettre dans un endroit où ils ne sont pas du tout. Je fais juste une toute petite chose. Par exemple, si on voit que là, on parle beaucoup de ChatGPT, Hmm. bah oui, comment ça se fait que Google, voilà, ils ont sorti Gemini. Mais comment ça se fait que ces gens-là sont venus et là, boum, ça y est, les gens ne cherchent même plus sur Google, ils vont aller chercher là-bas. Euh, donc, ils ont pris un Ouais. petit truc, le chat, le texte, Ouais. ils l'ont fait, mais aussi puissant que tout Ils le ils ont mis monde, les des, ils ont mis Microsoft. des, ils ont mis des stéroïdes et, et ils l'ont proposé. Exactement. Donc, il faut mettre de l'énergie dans un petit endroit. Et il y a Ouais, un on revient. livre très très puissant qui explique ça, qui Et s'appelle après, et après, on développe. Euh, je voulais aussi aborder un dernier point avant de te laisser. C'était la problématique qu'on rencontre quand on a des grandes ambitions et qu'on n'a pas forcément, on provient pas forcément d'une famille riche et on reste limité avec des business qui sont assez limités aussi au niveau en termes de chiffre d'affaires et on n'arrive pas non plus à penser millions, à penser centaines de millions d'euros, etc. Parce que tout simplement, notre capacité financière ne nous le permet pas, ne nous permet même pas d'y penser. Donc, comment on fait pour aborder les levées de fonds assez brièvement? Est-ce que c'est une marge qui est beaucoup trop haute pour être accessible à n'importe qui? Ou bien il y a quand même des solutions pour effectuer des levées de fonds? Et comment peut-être, si tu peux nous en dire, enfin, si tu peux nous en dire selon ton expérience à toi, comment tu as fait pour passer cette épreuve-là? Euh, oui, les levées de fonds, donc comme toute chose, hein, il y a toujours des phases. Donc ceux qui observent, ils voient ce qu'on appelle seed, pre-seed, euh, série A, B, C, D, voilà, voilà. C'est des stages. C'est des stages. Et même les investisseurs, les cabinets d'investissement, ils sont organisés comme ça.
Ils ont un cabinet qui est concentré sur l'idée. Quand quelqu'un a juste l'idée, ils investissent que là-dedans. Des cabinets qui se concentrent sur quelqu'un qui a un MVP, un minimum viable product. Il vient juste de sortir son produit, il vient juste de démarrer. Et il y a des cabinets qui sont concentrés sur les entreprises qui ont déjà fait des centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires. Ils n'investissent que là-dedans. Donc, c'est des phases. Donc, quand on a une startup, il ne faut pas juste se dire, je vais faire les millions. Non, non, il faut aller lever 5 000 euros ici, 10 000 euros ici. Bah, ça te permet déjà de grandir progressivement. Donc, tu lèves, nous, quand on a levé la première fois, bon, à part nous, ce qu'on a fait, c'était 70 000 euros la première fois. Ensuite, on a levé 150 000 euros. Donc, c'est progressif. Donc, il ne faut pas viser les millions tout de suite. Oui, peut-être qu'il y en a qui le font, et ceux qui le font, on entend la publicité, ils ont levé tant, mais ça, c'est juste de la publicité. Lever des fonds, c'est compliqué. C'est pas facile, mais ça peut être facile si on a le bon produit, on a trouvé la bonne personne et qu'on est dans la bonne phase. Donc, quand on se rapproche justement d'une agence qui permet de lever des fonds, il faut déjà choisir l'agence qui est adaptée à la taille de notre projet. Et ensuite, ce que je voulais savoir, parce que même pour moi, des fois, c'est pas clair, est-ce qu'une levée de fonds est équivalente à une dette? Est-ce que c'est lié ou bien c'est un partage de risque et c'est pas forcément lié à une dette? Donc, les levées de fonds sont diverses. Donc, il y en a qui lèvent de la dette. Donc, c'est-à-dire, on te donne de l'argent, ensuite, tu dois rendre. Dans notre cadre, donc, une dette ne doit pas avoir d'intérêt dans notre cadre. Donc, une dette, il y a de l'intérêt, donc c'est autre chose. Donc, en effet, c'est selon comment on est organisé, mais en général, une levée de fonds de l'entrepreneuriat, c'est un partage de risque. Ça, c'est fondamental en islam, et même quand tu vas en Californie, on appelle ça private equity, venture capitalist, ils partagent les risques avec toi. Et il n'y a pas plus halal que ça. On partage les risques. La personne te donne 100 000 euros et tu lui donnes 20% de la société. Donc, si ça réussit, la personne aura 20% de vos profits. Si ça ne réussit pas, vous perdez plus. Donc, mais en effet, il y a des gens qui pensent que quand quelqu'un met de l'argent, en fait, c'est une dette. Non, c'est pas par défaut, c'est un partage de risque. Ça, c'est la manière, on va dire, normale de faire du business. Partage de risque et des gains. Maintenant, il y a des sociétés qui te donnent une dette et tu dois rendre cette même somme-là. Et si tu veux, tu leur fais un bonus. Si tu fais du profit, si tu ne fais pas, tu ne leur donnes pas. Bref. Mais ce n'est pas équivalent à une dette. Il y a plusieurs arrangements possibles, et je pense que justement, c'est une vraie manœuvre. Donc, il doit y avoir un petit peu toutes les solutions pour toutes les demandes. Mais c'est bien de savoir quand même qu'une levée de fonds, ça se fait progressivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, on ne lève pas des millions. Et d'abord, il faut avoir aussi donc un projet solide qui te permet justement de convaincre les investisseurs. Les investisseurs, du coup, est-ce que ça devient des actionnaire, ou bien ça reste que des investisseurs, ou bien ils peuvent être les deux, ou bien c'est la même chose? Oui, en tout cas, de mon expérience, quand on dit investisseur, il investit son argent ou son temps, et en échange de parts dans la société. De parts. Donc, il devient aussi actionnaire. À 100 parts, voilà, il devient actionnaire. Et je voulais juste ajouter que ces investisseurs-là, ce n'est pas forcément des professionnels d'investissement. Au début, on a de la famille, ce qu'on appelle les FFF, là, les Friends, Fools and Family, qui croient au projet et qui mettent de l'argent sans rien attendre, en fait. Ils croient juste à ton projet, ils veulent juste contribuer à la vision que tu as pour faire avancer la société. Il y a des gens, vraiment, ils font ça et ils n'attendent rien. Bien sûr,
donner ce qui est de droit, donc ils ont des parts dans la société. Si ça réussit, bah, tout le monde profite. Si ça perd, bah, tout le monde aussi perd. Mais donc, ces investisseurs-là n'ont pas besoin d'abord d'être des structures. Ça peut être juste des gens qu'on appelle les business angels ou des gens qui sont proches de nous, qui peuvent mettre un petit billet pour t'aider à avancer, un petit billet de 5 000 euros, 10 000 euros. Ça, pour une start-up qui démarre, c'est beaucoup parce qu'elle n'a pas encore assez de recettes. Ok, bah, je pense qu'on va clôturer avec ça. Donc, j'avais prévu de faire court, mais finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Mais encore une fois, merci à toi pour ta disponibilité, pour tes explications. Il faut savoir que Mohamed Ndiaye a des années d'expérience derrière et qu'aujourd'hui, il s'attaque sur un marché qui est énorme, avec des opportunités via Wasabir et plus particulièrement avec Wasabir, parce que Absaya, c'est un peu plus professionnel. Enfin, c'est des sociétés qui se mettent en relation. Donc moi, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de gens à aller checker sur Wasabir qu'est-ce qui se passe, parce que justement, c'est le LinkedIn du marché donc du halal, et vous allez découvrir du coup dans cette plateforme des opportunités peut-être d'emploi, des idées aussi de business et bien plus encore qui vont peut-être aussi vous permettre aussi de faire la hijra. Et donc, n'hésitez surtout pas à aller regarder donc, cette plateforme-là. Je mets je mets 5 étoiles pour ça, parce que c'est vraiment ce que, pour le coup, pour la communauté, et pas que pour la communauté, mais pour les gens qui veulent faire du business éthique, on va dire que c'est absolument ce qu'on a besoin. Donc là, pour le coup, ça répond aux besoins du marché. Il faut juste donner de la force et en parler pour que ça marche, Inch'Allah. Merci. Hein, bon. Est-ce que tu as un mot de la fin ou je te laisse dire le dernier mot. Merci à toi, Jazakallah khairan, pour cette opportunité, et j'espère que ce sera utile pour ceux qui regarderont, Inch'Allah. Merci. Allez, salam alaikum. Pour explorer Absaya et Wasabir, accéder à nos formations et réserver une consultation, retrouvez tous les liens dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire et d'activer la cloche. Cela contribuera à bien nous référencer sur l'algorithme YouTube. Merci et à bientôt sur Push Up.